Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission Lézard-Lanaudière, immersion au cœur du métier de DJ, Claude de Grandpré remporte le prix Rideau. Le 15 février dernier avait lieu le gala Rideau au Théâtre du Capitole de Québec et c'est un homme extraordinaire de chez nous qui a remporté le prix Reconnaissance 2024. Je vous parle ici du directeur général et artistique du Théâtre Hector Charland, Claude de Grandpré. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Je sais que vous êtes un habitué des émissions de Lézard-Lanaudière. D'abord, je veux vous féliciter pour ce prix-là, parce que Merci. c'est quand même un prix très prestigieux. Comment vous avez réagi quand on vous a remis ce prix-là, le prix Reconnaissance 2024? C'était franchement une belle surprise. Dans notre confrérie, comment ça fonctionne, c'est que le dimanche, c'est l'arrivée des participants. On va passer la semaine là pour vivre l'expérience. En fait, tout le milieu est là. On se rencontre avec les producteurs, les artistes et tout ça. Donc, le dimanche, ils ont un 5 à 7 pour inaugurer la semaine. Et là, ils annoncent la personne nommée. Déjà? Oui. En commençant? En commençant. Ah, wow. Alors, à partir de là, ta semaine change. OK. Jusqu'au jeudi soir, où là, il y a le gala, où là, on fait un petit peu une sorte de rétrospective du travail fait et on célèbre un peu la carrière du personnage. Ah, c'est donc bien le fun, ça! Oui, c'est le fun. Donc, c'est vraiment un hommage qui vous a été attribué de votre carrière, mais j'imagine aussi de la personne. Tu sais, je disais extraordinaire, mais c'est vrai que vous êtes vraiment un homme extraordinaire. Vous êtes hyper travaillant, acharné et déterminé à rendre justice au Théâtre Hector Charland, mais j'ai presque le goût de dire aussi du Théâtre Alphonse Desjardins, parce que maintenant, vous êtes annexé. Oui, bien, on a travaillé à développer ce projet-là. Il faut que tu saches que je suis musicien de formation. Alors, à un moment donné, j'ai travaillé une dizaine d'années comme musicien, puis à un moment donné, c'est ça, on veut s'installer. On veut s'installer, fonder une famille ou arranger tout ça. Et j'ai dit, tiens, partir une salle de spectacle, petite salle de spectacle, ça pourrait être ma job de fin de semaine. Alors, j'ai parti comme ça et j'ai pris goût à la diffusion. Alors, oui, j'ai fait ce travail-là avec beaucoup de bonheur, en espérant, parce que je connaissais un peu les besoins des artistes. Je me disais, je sais peut-être un peu quoi faire pour rendre les artistes heureux, parce que dans le fond, un artiste qui se promène un peu partout, tu veux lui donner les conditions gagnantes pour que la journée qui vient chez toi, il soit dans des conditions favorables pour faire un bon spectacle pour le public. Alors, ça a parti comme ça, l'idée, mais j'ai eu vraiment la piqûre de la chose spectacle. Mais c'est le fun. Je trouve que c'est une belle continuité à la carrière que vous avez. Puis c'est très certainement un avantage que d'avoir fait de la musique, comme vous dites, parce que vous savez ce qu'ils ont besoin, les musiciens, les artistes. J'ai l'impression, et j'aurais donc fait 28 ans de diffusion. Wow. Donc, 28 ans à la même... C'est pas la même job, hein? La job a évolué beaucoup, mais j'ai toujours bien fait ça 28 ans. Puis, plus les 10 de musique, ça fait 38 ans. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Wow. Ai-je droit à un petit peu de repos? Peut-être que je trouve que je termine cette job-là au bon moment. J'ai préparé une relève qui va faire ça de façon admirable. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Évelyne Chagnon, qui va prendre ma place dans quelques semaines, mois. OK, là, vous nous annoncez votre retraite, là. Ah, clair. Ben pas la retraite. Non, on va faire autre chose. Une quelque chose, là, mais disons qu'on va passer le flambeau à une jeune équipe. C'est peut-être le legs le plus intéressant que j'ai fait à mon organisation, c'est d'avoir mis en place une équipe de jeunes redoutables qui vont faire le travail avec plaisir et avec bonheur et avec efficacité. C'est ce que je vous disais aussi avant l'entrevue, hors caméra, c'est que les équipes qui travaillent avec vous, pour vous, que ce soit l'équipe du Théâtre Hector Charland à la base, puis par la suite, on en reparlera avec Alphonse Desjardins à Repentigny, ce sont des équipes, moi, que j'ai déjà vues parce que je suis allée soit en tant que maman avec mes enfants, soit en tant qu'éducatrice avec des groupes scolaires. Je sais qu'il y a des groupes pour les ados. J'y vais moi-même aussi en tant que, je vais dire, cliente ou
personnes qui apprécient les spectacles. Je trouve que les équipes sont vraiment extraordinaires. On est toujours bien accueillis, autant avec les petits qu'avec des ados, qu'en tant qu'invités, adultes. Puis on passe toujours un excellent moment, puis il y a une variété impressionnante. J'imagine que ça contribue au succès du Théâtre Hector Charland, mais j'aimerais ça que vous me disiez, 2023 a été la meilleure année. Oui, en fait... Qu'est-ce qui a contribué à ce succès-là? En fait, il y a la reprise post-COVID. Là. Il y a comme, on se sort de la COVID, puis nous autres, ben, c'est pas qu'on reprenait nos activités comme d'habitude, c'est qu'on reprenait nos activités dans un nouveau terrain de jeu avec le Théâtre Alphonse Desjardins de Repentigny, où on a, nous, un contrat de 20 ans pour la gestion de la salle et l'animation en collaboration avec Lara Musique. Il y a 2 diffuseurs à Repentigny. Nous, on fait un bout de chemin et Lara Musique fait son bout de diffuseur spécialisé en musique. Alors, on s'est retrouvé avec le nouveau terrain de jeu, puis pas trop puis pas de semaine d'annulation ou de quoi que ce soit. Il y a encore un milieu à se replacer, là, mais quand même, c'était la première année où on avait un 12 mois en bonne et due forme, les 2 salles. Et je peux vous dire que, en fait, c'était ça le défi. Est-ce que ça va marcher, les 2 salles? C'est beau sur papier, mais et ça marche à merveille. 120 000 spectateurs à l'Assomption, 50 000 à Repentigny. Ça fait 170 000 spectateurs qui sont venus voir des événements dans les 2 salles. C'est vraiment magnifique. Donc, moi, je remercie mon équipe, une équipe de jeunes, fringants, expérimentés, qui font ça avec passion. Donc, peut-être qu'on a communiqué cette passion, ce bonheur. On est dans un beau milieu, pas toujours facile, mais on est dans un beau milieu. Puis, on est dans le bonheur parce que les gens qui viennent voir un spectacle, là, ils ne sont pas en train d'être déçus d'être là. Là, non, pas du tout. Donc, en général, les gens, la clientèle est très heureuse de... C'est leur moment de détente, c'est leur moment de bonheur. Alors, nous, on nage dans le bonheur. Donc, ça fait 28 ans que je suis dans le bonheur. Donc, très heureux. C'est pas pire. Oui. Je voyais des entrevues avec des artistes qui ont passé à Hector Charland, puis qui disaient comme quoi que, justement, eux aussi, ils étaient bien reçus, que c'était une super équipe, puis que c'était le fun d'aller là. Fait que, vous avez vraiment, je pense, une notoriété puis une note sympathique à votre actif. Fait que ça aussi, c'est le fun. Puis vous avez aidé beaucoup d'artistes. Puis là, je vais parler juste de 2023-2024, là, quand on reçoit le petit dépliant à la maison là, du Théâtre Hector Charland ou encore Alphonse Desjardins, puis qu'on regarde, il y a des humoristes, il y a de la danse. On peut aller là, de Alex Nevsky à Jonathan Roy, à du théâtre pour enfants, de la danse, je le disais, Plume la Traverse, les Cowboys fringants. Fait que vraiment, on touche à tout. Il y en a pour tous les goûts. Faut que tu saches qu'on est quand même un jeune milieu. C'est-à-dire que la première politique culturelle du gouvernement, ça a été émis en 92. Et de cette politique culturelle a découlé une politique de diffusion qui s'appelle « Remettre l'art au monde ». Ça, c'est en 96. Moi, je suis arrivé en 96, donc... Le fonctionnaire du ministère, là, il m'a rentré la politique, remettre l'art au monde. Là, mon vieux, si tu veux garder ta job dans la vie, tu fais ce qui est marqué là-dedans. J'ai fait ça. Et en gros, ça... Je suis sûre que ça n'a même pas été si complexe pour vous. Bien, en fait, c'est relativement simple. Ça dit, ton travail de diffuseur, c'est d'offrir une palette la plus large possible. De rejoindre les gens. De rejoindre les gens. Avec des expériences culturelles différentes. Alors, moi, j'ai juste fait ça. Ça dit, il faut que tu fasses du jeune public, de la danse, du théâtre de création, du théâtre en général, de la musique, différentes sortes de musique, de la chanson. Alors, j'ai juste fait ça. Pas plus compliqué que ça. les vieux diffuseurs, maintenant, je suis vieux, là, mais ceux qui étaient plus vieux que moi, ils ont dit, non, fais pas ça. C'est pas payant. T'es pas subventionné pour faire ça. Alors, moi, j'ai comme... Mais vous aviez une vision peut-être plus actuelle? Bien, on a trouvé du financement de toutes sortes de façons. On s'est fait aider par les villes, par différents programmes, tout ça. Donc, on a cherché des sous pour pouvoir diversifier notre action. Mais ça, je pense que j'ai été un peu audacieux à ce niveau-là. Donc, je pense que ça a bien fonctionné. Donc, les gens de la MRC L'Assomption, mais on n'est pas les seuls, mais les gens de la MRC L'Assomption ont été bien servis par je dirais, une diversité d'offres, une offre culturelle très diversifiée. Puis, ils ont répondu présent. Alors ça, c'est super le fun. Je sais que vous faites beaucoup d'activités en parallèle avec les villes de l'Assomption et Repentigny, entre autres avec les Journées de la culture.
beaucoup d'activités gratuites. Encore une fois, les installations sont tout le temps super géniales. Je pense entre autres, bon, Journée de la culture, mais quand il y a eu le décès de Carl Tremblay, vous avez vraiment, là, vous vous êtes reviré sur un 10 cents pour offrir quelque chose de vraiment le fun, une belle commémoration, autant au niveau des spectacles que du visuel. Donc, Ça, c'est coup de chapeau, entre autres, à la Ville de l'Assomption, au maire Sébastien Nadeau. En fait, il a vraiment rapidement installé ou organisé les conditions gagnantes pour qu'on puisse rapidement... En fait, les gens étaient en deuil, tu sais, puis rapidement, il a fait en sorte de nommer cette place à côté du théâtre, la place Carl Tremblay. Tu sais, Carl, c'est un gars du coin, c'est un gars qui demeurait à l'Assomption depuis longtemps. C'est un gars il était fier de sa région aussi. Oui, c'est un gars qu'on voyait à l'Ange-Cornu, qu'on voyait à l'épicerie. Alors, c'était quelqu'un qui aimait profondément sa ville. Puis, je pense que ça a été une belle initiative de la Ville de l'Assomption d'organiser tout ça. Et je pense que la place Carl Tremblay va, au fil des années, devenir un endroit où il va se développer toutes sortes de manifestations culturelles. C'est à côté du théâtre. Ouais, nous, on a levé la main puis on a dit on est disponible pour vous aider à développer tout ça. D'ailleurs, cette relation entre le diffuseur, qui est nous, on est un organisme privé, donc entre le diffuseur et toutes les équipes culturelles des villes, si on est capable d'installer une relation de collaboration et de partenariat, bien, on fait des miracles. Alors, c'est ce qu'on réussit à faire à l'Assomption, c'est ce qu'on réussit à faire à Repentigny. Et c'est ce que tu as vu, ce que vous ressentez, ce que tu as vécu avec tes enfants et tout ça. Alors, c'est ça. C'est le fruit d'une collaboration et donc de conversation entre les équipes pour qu'on trouve les atomes crochus puis les points d'ancrage pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Bien, il y a l'expérience, mais il y a aussi la personnalité. L'homme que vous êtes, tout le côté positif que vous amenez, puis ce que vous dégagez. Je pense que c'était pleinement mérité, ce prix-là, le prix Reconnaissance 2024. Monsieur de Grandpré, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Lézard-Lanaudière. Merci à toi. Une expérience inhabituelle vous attend à la Maison Belle-Île à Terrebonne avec l'exposition « L'Histoire avec un grand T ». On vous offre la chance de découvrir des événements historiques en fouillant dans les tiroirs et derrière les portes, tout ceci dans un décor digne de l'époque. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur la littérature jeunesse. Dernièrement, on a parlé tellement à quel point le choix des enfants, d'établir des routines, de donner du temps pour la lecture, c'est important pour donner le plaisir de lire à nos enfants. La dernière fois, on a parlé d'un genre que j'affectionnais particulièrement, la poésie. Un autre genre vraiment intéressant à exploiter avec nos enfants, qui de toute façon est sûrement très populaire déjà, la bande dessinée. Vous vous rappelez sûrement vous-même votre affection pour les bandes dessinées, les Archie, Betty et Véronica, les Cédric, Mafalda et tout ça. On pouvait lire ça des heures et des heures, mais c'est la même chose pour vos enfants. Que ce soit une bande dessinée ou des petits romans graphiques, les mangas, très populaires ces temps-ci, ben moi, je favorise la lecture de ce genre-là parce que les enfants aiment beaucoup ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer quelques bandes dessinées qui sont très populaires auprès des enfants. Chez les petits, bien, c'est sûr qu'on est dans la découverte de la lecture. Alors, il y a quelques mangas comme celui-ci. Chi, il y a plusieurs numéros. Et bien, c'est l'histoire d'un petit chaton qui est complètement craquant. Alors, vos enfants vont embarquer dans ce début de manga, si je peux dire, et ils vont tomber en amour avec Chi. Très bon choix de lecture pour bande dessinée. Celui-ci, je suis certaine que vous avez déjà vu passer ça. C'est tellement populaire, La Jean-Jean d'Alex A. Il y a plein de tomes. Alors ça, on peut y aller. C'est drôle, c'est festif, c'est très amusant. Il y a des bandes dessinées qui sont plus consistantes pour les plus grands.
comme Les Enfants de la Résistance. Je pense que maintenant, ils sont rendus à 8 ou 9 tomes dans lesquels on suit 3 jeunes ados de 13 ans environ qui sont des résistants. Alors, on apprend plein de choses sur la Deuxième Grande Guerre. Il y a des files d'attente dans la classe pour lire Les Enfants de la Résistance. Puis, bien, aussi de ne pas hésiter à demander à votre libraire des conseils, peu importe le sujet, comme ici, un de Marie-Noël Hébert, qui s'intitule La grosse LED. Ça peut sembler sombre comme histoire, mais pour un enfant qui se sent différent, bien, une histoire comme celle-ci, dans le cadre d'un roman graphique, peut être vraiment intéressant. Alors, je vous souhaite des bonnes lectures en famille. C'est le temps de ressortir vos bandes dessinées que vous adoriez. Présentez-les à vos enfants. N'hésitez pas. Savez-vous que c'est possible d'apprendre la profession de DJ dans la Nodière? C'est à l'école Le Loop Academy que se donnent les cours. En fait, le propriétaire fondateur de l'école est nul autre que le DJ Clean Cut, un DJ qui a su faire sa place sur la scène internationale. T'es DJ depuis plusieurs années, mais comment cette passion-là a commencé? C'est assez simple. Dans le fond, plus jeune, j'ai eu l'opportunité de voir des DJ un peu plus vieux travailler, que ce soit en vidéo ou dans certains spectacles. Puis en 6e année, 4e, 5e, je regardais ça. Puis en 6e année, j'ai fait ma première danse d'école. Dans le fond, le bal de finissant de 6e année, c'est moi qui l'ai fait pour ma classe. Donc, c'était toute une expérience. Tu as choisi de t'appeler DJ Clean Cut. Ton vrai nom, c'est Jonathan. Exactement. Pourquoi avoir décidé DJ Clean Cut? J'ai eu plusieurs noms de DJ, puis pour informer là, les auditeurs, Clean Cut, c'est l'action de coter. Ça veut dire que quand on scratch, on touche le crossfader, puis on coupe le son, on cote le son. Puis je trouvais que Clean Cut, ça résumait bien ce que je faisais. Tout ce que je faisais, c'était clean et tout. Puis en plus de ça, c'était facile à assumer dans le branding, puis dans la marque. Avec le nom de Clean Cut, c'est sûr que techniquement, ce que je fais va être un petit peu plus évolué, un petit peu plus avancé que d'autres DJ. Je viens d'un background où les compétitions de scratch puis les compétitions techniques étaient beaucoup en avant-plan. Donc, ça a été mon parcours. Ce que je fais sur scène, c'est que j'exécute beaucoup de mouvements en peu de temps sans déranger les clients. Quand tu me vois jouer, tu vois que c'est du DJing de sport extrême, tout en respectant la piste de danse sans brusquer ou couper les chansons trop rapidement. Là. Puis, quel style de musique t'aimes vraiment jouer? En vieillissant, là, j'ai décidé d'orienter un peu mon brand sur le bonheur et la joie. Ma mission depuis 10 ans, c'est que quand tu viens voir mon spectacle, tu repars 10% plus heureux ou heureuse. Pour ce qui est de la recherche musicale, dans des moments forts, là, on peut passer entre 5 et 20 heures par semaine à faire des recherches musicales, essayer de découvrir de nouvelles chansons, essayer de découvrir des ingrédients qu'on va rajouter à notre setlist qu'on appelle ou choix musical. Parce qu'il y a les nouveautés qui sortent, donc on doit être à jour, on doit aller chercher ce que les gens vont vouloir entendre, mais en plus de ça, peut-être chercher des ingrédients qui sont un peu méconnus pour justement se différencier dans l'histoire de musique qu'on traverse dans nos spectacles. Se différencier, j'imagine que tu es arrivé à bien le faire parce que tu as quand même été capable d'aller jouer avec des gros artistes internationaux, Sean Paul, Snoop Dogg, Cardi B. T'es arrivé là comment? Je pense que la vie, c'est une succession de détours. Puis c'est de toujours, comment je peux dire, répondre au téléphone, faire du mieux que tu peux à chaque contrat. Quand j'étais plus jeune, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'es aussi bon que ton dernier contrat ». Ça veut dire que chaque spectacle que j'approche ou qui est mis sur ma route, j'évalue si ça me stresse, si c'est excitant, si ça va m'endormir. Puis si c'est excitant et c'est stressant, ben j'embarque dedans. Fait que ça a été de toujours faire de mon mieux, puis de m'arranger que ma réputation soit positive. Puis ouais, le conseil que j'ai reçu puis que j'applique, c'est que je joue devant une personne ou 1000 personnes, ben je donne tout ce que j'ai parce que tu sais jamais c'est qui t'écoute. Pourquoi tu as décidé de rester au Québec, de rester dans la Nodière, les Laurentides, et ne pas aller aux États-Unis, justement, à Los Angeles, où il y a beaucoup de DJ qui habitent là-bas?
Absolument. Je pense que le Québec avait besoin de nous. Moi, je suis bien ici. Je suis francophone de naissance. Oui, je suis bilingue, mais je pense que j'ai beaucoup plus à apporter dans ma province, dans le Canada francophone. Je savais qu'il y avait un trou en quelque sorte. Puis, comme je fais beaucoup de spectacles parallèles à ça, ben, j'ai un pied à terre ici, puis ça me permet vraiment d'être en contrôle de tout ce qui se passe, tant ma carrière personnelle que le développement des affaires de l'entreprise dans les Lanaudières. Fait que là, on est à l'école de DJ. Oui. Ici. J'ai envie qu'on aille un peu plus explorer, là, c'est quoi le métier de DJ. Absolument. Puis juste avant, j'ai une dernière question. Vas-y. C'est quoi la différence entre DJ producteur et juste DJ? Donc, le producteur, c'est le compositeur. C'est celui qui va travailler un peu dans l'ombre, qui va être en studio, qui va faire les arrangements. Donc, il va passer énormément de temps sur une pièce en espérant qu'elle pogne. Tandis que le DJ, c'est la personne qui la diffuse en spectacle. C'est pas parce que t'es bon DJ que t'es bon producteur et vice-versa, mais c'est deux univers qui utilisent le même vocabulaire, le même langage, puis qui travaillent de pair. Fait que souvent, ils se complètent. Beaucoup de DJ deviennent producteurs, puis beaucoup de producteurs, ben, ils aspirent à être DJ. Fait que les deux finissent un peu sur le même stage. Puis toi, t'es vraiment DJ producteur, donc tu crées ta musique. Exactement, ouais. Fait que là, on est à l'école Le Loop Academy. Combien il y a de jeunes qui viennent à cette école? On est rendu à 950 étudiants singuliers. Le programme complet, il est 10 cours, donc il y en a qui sont venus, ils sont repartis, puis il y en a qui reviennent quelques années après pour perfectionner puis amener leur carrière à un autre niveau. Donc là, quand les jeunes viennent, qu'est-ce qu'ils apprennent? Bien, la base de la musique, compter les temps, c'est sûr que le rythme, là, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que sur 950 étudiants, il y a une personne qui avait pas le rythme, puis on a essayé de l'aider. Mais c'est bien sûr le rythme, la structure des chansons, comment utiliser le matériel. Je dis souvent à mes étudiants, il n'y a pas de mauvaises chansons, il y a juste des mauvais moments pour les jouer. Fait que chaque personne amène son style de musique, son background, ses objectifs, puis nous, on est capable de dessiner un parcours là, en 10 cours. Puis le 10e cours, c'est un examen que le jeune doit préparer d'environ 15 minutes qui se fait dans la salle en arrière, puis il fait un mini-spectacle. On dit des jeunes, mais le plus jeune qu'on a eu, c'était 68 ans, là, un de nos étudiants. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc là, ici, on a la console. Est-ce qu'on peut apprendre un petit peu comment ça fonctionne? Absolument. Dans le fond, c'est super simple. Le contrôleur, c'est comme une manette de PlayStation 12. On la divise en 3 sections. La partie du milieu, la partie 1 et la partie 2. La partie du milieu sert à manipuler le son, tout simplement. Monter le volume, baisser le volume et changer les fréquences. Le côté gauche et le côté droit sont les plateaux qu'on appelle. C'est le disque 1 et le disque 2. Bon, donc là, à ma gauche, j'ai déjà placé une chanson. Puis, je vais baisser le son pour être sûr qu'on n'entende rien. Tout passe par l'ordinateur. Ça veut dire que l'ordinateur contient la banque de musique ainsi que le programme pour utiliser le contrôleur. Puis, par un fil USB, on s'en va dans le contrôleur et le contrôleur au speaker. Ça veut dire que la manette ou le contrôleur contrôle ce qui se passe dans l'ordinateur. Donc là, on a à gauche une chanson, puis je vais juste faire play tout simplement et monter le son. Donc, on a une version a cappella de One Kiss pour certaines personnes qui connaissent à la maison. Et à droite, j'ai une chanson qui s'appelle C'est la vie. Je vais faire play la même chose. Donc, c'est une partie instrumentale de la chanson C'est la vie. Ce que je vais faire, c'est que chaque chanson a un tempo, un battement par minute. La machine nous permet de changer le tempo de la chanson sans changer la clé. Si je ne modifie rien, puis je fais jouer tout ça, ça va fonctionner, mais après un certain temps, on va sentir un inconfort parce que les paroles vont décaler de la musique. Là, ça devient un peu bizarre. Donc, l'ordinateur nous dit que la chanson de droite est à 130 BPM. Avec le contrôleur de gauche, je vais pouvoir monter, comme on voit ici sur le contrôleur, à 130 BPM. Ça va me permettre de refaire la même chose et de pouvoir synchroniser le tempo de chaque chanson pour pouvoir les mélanger. Je vous fais jouer.
Donc là, si on le met en contexte dans une soirée, disons que je passe à la chanson suivante, je sais que l'introduction de la chanson de droite, elle a 64 temps. Ça veut dire que ça me donne 64 temps pour m'amuser sur tout ça. Fait que je vais faire une petite démo. J'ai bien aimé ton sourire. Puis là, on a traversé à l'autre chanson qui était C'est la vie que vous pouvez chanter à la maison. OK. Fait que dans le fond, c'est ça qu'ils apprennent quand ils viennent. Chaque bouton sert à quoi? Puis ils viennent à développer leur style un peu à aussi. Tu sais, là, il y avait beaucoup de manipulation. C'est ça, de manipulation. Puis là, ici, on entendait comme un scratch. Exactement. Voudrait en mettre plus. Ça a été la version boostée de tout ça. Mais comme je vous dis, chaque niveau, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici qui apprennent beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est des cours privés. C'est beaucoup plus rentable à l'investissement de la personne. Il y a des cours de groupe. On a aussi un camp de jour qui s'en vient pour les 8 à 12 ans et les 12 à 17 ans. Surveillez notre site web pour le camp de jour. Mais dans le fond, c'est que chaque artiste ou DJ va pouvoir aller où ce qu'il a envie d'aller. Je te dirais que le DJing, c'est un peu l'art pour les nerds, les gens un peu introvertis. Fait qu'on se trouve un nom de DJ pour pouvoir avoir un alibi ou un alter ego. Puis ensuite de ça, chaque personne va grandir ou se découvrir dans ça. Beaucoup de jeunes timides finissent par avoir les mains dans les airs puis sauter. Puis encore une fois, quand je dis jeunes, j'ai des gens de 70 ans qui font la même chose. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue aujourd'hui, de nous avoir accueillis à l'école, l'Académie Le Loop. Ça fait plaisir, vous êtes bienvenus. Puis, si les jeunes veulent s'inscrire cet été, ou les jeunes ou les moins jeunes, oui. Bien, c'est la place. Surveillez notre Facebook, notre site web, puis mon Facebook à moi. C'est déjà la fin de l'émission de Lézard Lanaudière d'aujourd'hui. On vous invite à revenir la semaine prochaine pour découvrir encore plein d'autres belles activités culturelles et des invités plus originaux les uns que les autres. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, entre autres notre page Facebook, notre site internet leTVRM.ca et abonnez-vous à notre infolettre. Bonne semaine!